Bien, bonjour à tous et bienvenue à ce quatrième module Afranum. Je m'appelle Gilles Mandler, je suis infectiologue à l'hôpital universitaire de Berne en Suisse et je suis également secrétaire général de l'Afravi. Le programme Afranum 2021 a débuté avec 2 modules Covid en avril et en mai, et un module sur les IST en juin que vous pouvez tous revoir en ligne. Le programme complet ainsi que d'autres informations importantes sont à disposition sur le site de l'Afravi. Le module d'aujourd'hui sera consacré aux actualités thérapeutiques VIH. Il y aura en tout 3 présentations d'une vingtaine de minutes chacune, suivies de séances questions-réponses. Vous, les participants, ne pourrez pas intervenir directement oralement, mais vous pourrez poser vos questions dans l'onglet QR au bas de votre écran. Donc, pas le chat, mais l'onglet QR au bas de votre écran. Les modérateurs et les intervenants se chargeront donc de lire les questions et d'y répondre à la fin de chacune des présentations. Après chaque intervention, vous pourrez également participer à un petit sondage, 2-3 questions par thématique auxquelles vous pourrez répondre en direct dans un onglet qui se trouvera sur votre écran. Les réponses à ces questions vous seront données par les intervenants durant leurs présentations respectives. Voilà, au nom de l'Afravi, je vous remercie pour votre confiance et votre participation à ce 4e module Afranum et vous encourage à remplir votre questionnaire de satisfaction à la fin de la séance. Sans plus tarder, je vous invite à plonger avec nous dans la session de ce jour consacrée au traitement antirétroviral. Et je donne la parole à ma co-modératrice, professeure Christine Katama, présidente de l'Afravi. Christine, je te laisse le soin de présenter notre premier orateur. Merci Gilles. Alors, bienvenue à tous. On l'a dit, 2 heures de thérapeutique antirétrovirale. Peut-être comme nous tous, on n'a pas toujours suivi l'actualité sur les années 2020 et 2021. Donc voilà, merci à tous les orateurs qui vont nous faire un panorama d'actualité. Alors, j'ai le plaisir, vraiment un grand honneur d'introduire les 2 orateurs suivants. D'abord, Charles Konfa, qui est donc chef de service à l'hôpital de jour de Yaoundé, qui a des fonctions universitaires, qui est aussi vice-président du RESAPSI. Malheureusement, bien avec un deuil familial, Charles s'associe à nous, mais ne pourra pas être physiquement présent. C'est donc le professeur Mohamed Chakroun, que je salue ce soir, qui fera en solo la première intervention. Donc, le professeur Chakroun est chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital universitaire de Monastir. Il est aussi coordonnateur des recommandations nationales en Tunisie et par ailleurs a des fonctions auprès de la section MENA au niveau de l'OMS. Voilà, Mohamed, c'est à toi. Merci beaucoup, Christine, et bienvenue à tous les participants à ce 4e module Afranum. Et nos pensées sont également avec notre ami et collègue Charles. On va passer directement aux questions quiz avant de commencer ce module avec la première présentation. Mohamed, peut-être les lire? Ils ne sont pas affichés sur l'écran, mais je vais quand même. Ils ne s'affichent pas. Est-ce que les questions sont affichées pour les participants? Bon, je peux commencer par lire la première question. Donc, le régime préféré de première ligne actuellement recommandé par l'OMS est la combinaison, première combinaison tenofovir, intricitabine et favirenz. Deuxième combinaison possible, tenofovir, intricitabine plus darunavir, ritonavir. Troisième proposition, tenofovir, lamivudine, dolutegravir.
Quatrième proposition, zidovudine, lamivudine, atazanavir, ritonavir. Et enfin, une cinquième proposition, abacavir, lamivudine, plus raltegravir. Donc, c'est à vous de voter. Quel est le régime préféré de première ligne actuellement recommandé par l'OMS? D'accord, donc pour la première question, 92%, vous avez voté tenofovir, lamivudine, dolutegravir, c'est bien. Donc, on va voir donc au cours de la présentation si cette association est la plus recommandée par l'OMS. Pour la deuxième question, vous avez voté en majorité également de garder la même association, mais en doublant le dolutegravir, la dose de dolutegravir, c'est correct. Donc, il y a une autre possibilité, mais qui n'est pas vraiment très souhaitée, c'est également de switcher vers efavirenz. Et on va voir également au cours de la présentation plus de détails. Donc, pour la troisième question, donc, vous avez déjà voté directement. Donc, je rappelle la troisième question, les effets indésirables à long terme du tenofovir. Donc, vous avez répondu anomalie de la fonction rénale, c'est correct. Et vous avez également voté diminution de la densité minérale osseuse. Donc, j'aurais préféré voir un peu plus dans le pourcentage pour cette proposition. Voilà. Sur ça, je vous remercie beaucoup pour votre participation à ce quiz. Et nous allons passer directement maintenant à la présentation. Alors, vous avez juste les objectifs de cette formation que vous allez trouver par la suite. Je vous rappelle actuellement, on est dans une stratégie mondiale d'accélération de la riposte au VIH. Et dans cette stratégie, il y a des objectifs de 2020 qu'on vient de franchir il y a quelques mois. Et il y a c'était des objectifs intermédiaires, mais il y a des objectifs finaux à 2030 où les cibles correspondent donc à ce qu'on appelle les 3,95. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 3,95? Ça veut dire que d'ici à 2030, nous devons atteindre 95% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique, que parmi ces 95% des personnes vivant avec le VIH soient orientées vers les soins et reçoivent un traitement antirétroviral. Et parmi celles qui reçoivent un traitement antirétroviral, 95% doivent être en suppression virale. Et je vous rappelle que l'intensification de l'accès au traitement antirétroviral a permis d'éviter environ 12 millions de décès depuis 2010. Et ceci grâce essentiellement aux bénéfices démontrés des antirétroviraux qui sont essentiellement la suppression virale, la restauration immunitaire qui s'ensuit, mais aussi au niveau de l'amélioration de l'espérance de vie, de la qualité de vie, mais également au niveau de l'arrêt de la transmission sexuelle et réduction significative de la transmission vers l'enfant. Si bien que les antirétroviraux sont actuellement des médicaments qui ont une visée curative dans le traitement chronique de l'infection VIH, mais également une visée préventive dans la réduction des nouvelles infections et essentiellement, ils sont utilisés en prophylaxie pré-exposition, la PrEP, en prophylaxie post-exposition et traitement des femmes enceintes dans le but de prévenir la transmission d'enfants du VIH. Sur le continent africain, l'accès au traitement antirétroviral reste encore en dessous des attentes, et particulièrement dans deux régions, la région de l'Afrique de l'Ouest et centrale et les pays de l'Afrique du Nord qui appartiennent à la région MENA. Et vous voyez dans ces régions-là, d'une façon générale, l'accès reste faible comparativement à l'Afrique australe et du Sud, et également l'accès, surtout chez les femmes enceintes et chez les enfants, reste encore inférieur à 50% et encore très faible. Et pour cette raison que l'OMS, depuis quelques années, a élaboré plusieurs recommandations thérapeutiques pour intensifier l'accès au traitement antirétroviral. Parmi ces recommandations, c'est d'adopter une stratégie testée et traitée, d'initier rapidement un traitement antirétroviral. Ça veut dire qu'il faut initier le traitement dans les 7 jours du traitement, sinon pour les personnes qui l'acceptent le jour même, offrir un paquet d'interventions pour les personnes qui se présentent au soin à un stade avancé, optimiser le traitement antirétroviral pour les adultes, les adolescents, les enfants, en optant
pour des recommandations à base de dolutegravir et de mettre en place des mécanismes de surveillance de la résistance au VIH. Alors, l'initiation du traitement antirétroviral est un moment très important dans la prise en charge de l'infection au VIH et pratiquement maintenant tous les pays de la région de l'Afrique de l'Ouest centrale et de l'Afrique du Nord ont adopté des stratégies allant vers tester, traiter et initier rapidement un traitement antirétroviral. Ce traitement est initié dans les 7 jours après une évaluation clinique et biologique rapide qui vise à dépister des co-infections ou des infections opportunistes, d'initier rapidement un traitement en l'absence d'infections opportunistes, d'initier également en parallèle des prophylaxies des infections opportunistes s'il y a besoin de les commencer, surtout pour les personnes qui commencent à un stade tardif le traitement, à faire à 200 ou à 350 selon les recommandations nationales, de différer le traitement antirétroviral en cas d'infection opportuniste et d'assurer un soutien à l'observance. Donc, en cas d'infection opportuniste, avant de commencer un traitement antirétroviral, il faut différer ce traitement d'environ 2 semaines en cas d'infection à pneumocystis, soit en cas de tuberculose pulmonaire ou extrapulmonaire, de 3 semaines en cas de en cas de toxoplasma cérébral ou d'infection à cytomégalovirus, au moins 4 semaines en cas de méningite tuberculose et 4 à 6 semaines en cas de méningite à cryptocoque. Si la personne est déjà sous traitement, il faut poursuivre bien sûr le même traitement, initier le traitement de l'infection opportuniste et demander une charge virale pour voir si la personne est en échec thérapeutique. Et en cas de risque d'interaction médicamenteuse, il faut donc adapter le traitement antirétroviral. Actuellement, tous les pays pratiquement ont adopté une première ligne chez l'adulte basée sur un inhibiteur de l'intégrase. Et la combinaison la plus utilisée dans ces deux régions, c'est le tenofovir, 3-TC et dolutegravir. Et ils sont recommandés donc d'être utilisés en dose fixe combinée. Et la combinaison la plus utilisée, c'est le TLD, tenofovir, lamivudine, dolutegravir. Donc, en alternative, on peut utiliser encore l'efavirenz, mais la forme 400 serait mieux tolérée que la forme 600, elle serait donc l'alternative préférée. Et dans certaines situations particulières, on peut utiliser l'AZT, 3-TC efavirenz, ou le tenofovir avec 3-TC ou FTC avec un inhibiteur de protéase, ou bien le raltegravir, ou bien également, il y a des situations, on peut utiliser le tenofovir à la phénamine associé au dolutegravir et à XTC. Et donc, maintenant, le régime préféré reste le TLD, y compris chez les femmes enceintes et allaitantes. Donc, en cas d'infection VIH1 ou à VIH2, il y a certains ajustements du régime préféré à faire. Pour le VIH2, il est intrinsèquement résistant aux inhibiteurs non nucléosidiques, donc il faut éviter l'efavirenz en première ligne. Pour les inhibiteurs non nucléosidiques également ne sont pas recommandés au cours des infections à VIH1 groupe O en raison de la fréquence de la mutation Y181C. Les personnes vivant avec le VIH présentant une infection à VIH2 ou une co-infection VIH1, VIH2 doivent initier un traitement à base d'inhibiteurs d'intégrase, y compris le dolutegravir. Et le régime alternatif repose sur l'association de 2 inhibiteurs nucléosidiques plus un inhibiteur de protéase. Et les 2 inhibiteurs de protéase les plus actifs en cas d'infection VIH2 sont le darunavir et le lopinavir-ritonavir. Surtout, l'utilisation de l'atazanavir n'est pas recommandée en cas d'infection à VIH2. Donc, en cas de co-infection, la co-infection la plus fréquente dans nos régions serait la tuberculose. Dans ce cas-là, les régimes antituberculeux sont souvent basés sur la rifampicine. Et dans ce cas-là, il y a une interaction majeure avec le dolutegravir, avec réduction des concentrations sériques de l'ordre de 85%. Et dans ce cas-là, il faut doubler la dose du dolutegravir en donnant une dose supplémentaire 12 heures après la prise du TLD. En cas de co-infection avec l'hépatite B, il n'y a pas de problème, mais il faut savoir que le tenofovir et 3-TC sont aussi actifs sur le virus de l'hépatite B et qu'en cas d'échec, il faut garder cette combinaison pour éviter donc un effet rebond et une réplication du VHB. En cas de co-infection avec le virus de l'hépatite C, il n'y a pas de problème, pas d'interaction donc avec les antiviraux à action directe. Les plus utilisés dans nos régions, surtout le sofosbuvir, le dipasvir ou le daclapavir. Donc, en cas d'infection opportuniste, l'initiation du traitement antirétroviral doit être reportée, comme on l'a vu, en raison du risque de syndrome inflammatoire de reconstruction immunitaire. Donc, certaines situations où
comorbidité oblige à également tenir compte d'ajustements, de certains ajustements thérapeutiques, tels que chez les diabétiques qui reçoivent de la metformine. Il faut une surveillance de la glycémie lors de l'initiation de l'utilisation concomitante et après l'arrêt de dolutegravir, parce que le dolutegravir peut augmenter la concentration maximale de la metformine et peut augmenter donc de façon très importante, surtout lorsqu'on double la dose chez les personnes tuberculeuses. En cas d'utilisation de carbamazépine, il faut chercher une autre alternative parce qu'il y a également une interaction très importante entre carbamazépine et dolutegravir. Et en cas de prise d'antiacides, il faut espacer les prises parce que les antiacides peuvent diminuer l'absorption du dolutegravir. C'est la même chose donc, en cas de prise donc, de compléments alimentaires à base de calcium, fer, magnésium, de zinc, etc. Il faut toujours espacer les prises de moins de abacavir 3TC de dolutegravir qui est la plus utilisée. En alternative, on peut utiliser un inhibiteur de protéase, raltegravir, ou dans certaines situations particulières, on peut avoir recours à l'efavirenz. Chez le nouveau-né, on utilise l'AZT 3TC et le raltegravir, et par la suite, donc, on peut passer rapidement au lopinavir, ritonavir. Donc, chez les enfants, en fait, maintenant, l'application des régimes se fait en fonction des poids. De 3 kg à 19,9 kg, c'est abacavir 3TC plus lopinavir ritonavir. De 20 à 29,9 kg, c'est abacavir 3TC plus dolutegravir. Et au-delà de 30, tenofovir 3TC et dolutegravir, forme adulte. Bien entendu, lorsqu'on commence un traitement, il faut entamer également une surveillance. Et une des étapes importantes de la surveillance d'une personne vivant avec le VIH, c'est également la surveillance des effets indésirables, en plus de la surveillance clinique, biologique, immunovirologique. Donc, il faut informer le patient au début du traitement de façon claire et simple sur les modalités globales, donc des visites qu'il a à faire, des bilans à faire, mais surtout des effets indésirables potentiels à court, à moyen et à long terme. Et la tolérance du traitement antirétroviral est fonction des molécules, mais aussi des comorbidités que présente le patient au moment de l'initiation, comme on a déjà vu quelques interactions médicamenteuses. Et l'observance au traitement dépend de l'appréciation que le patient donne aux effets indésirables, même s'ils sont bénins, et de la qualité des informations préalablement fournies. Et donc, il faut donner une attention particulière, ou réserver une attention particulière à la détection des effets indésirables à chaque consultation afin d'optimiser le niveau d'observance thérapeutique. Alors, c'est quoi un effet indésirable? Un effet indésirable, ou également on peut dire effet secondaire, se définit comme l'ensemble des anomalies cliniques et biologiques ou métaboliques liées à la prise d'antirétroviraux ou à l'interaction avec des médicaments associés. Et le traitement antirétroviral peut être responsable d'effets indésirables immédiats, à moyen terme ou à long terme, d'effets indésirables également cliniques ou biologiques, et également de gravité, un degré de gravité différent, bénin, modéré, sévère ou très sévère. Alors, que faire en présence d'un effet indésirable? Donc, quand on suspecte un effet indésirable clinique ou biologique, il faut tout d'abord déterminer la gravité. Deuxièmement, il faut vérifier l'imputabilité, c'est-à-dire est-ce qu'il y a d'autres causes responsables de cet effet indésirable, que ce soit des causes médicamenteuses ou autres. Ensuite, il faut adopter une conduite et enfin, il faut renforcer, toujours dans tous les cas, il faut renforcer l'observance. Alors, quels sont les différents grades d'effets indésirables? Tout d'abord, il y a le grade 1, c'est des effets indésirables bénins, rapidement résolutifs, aucune intervention médicale nécessaire et donc un changement du traitement antirétroviral. Grade 2, c'est des effets indésirables modérés, mais persistants. Une intervention médicale minimale est souvent nécessaire. Et dans ce cas-là, on peut poursuivre le traitement antirétroviral et prescrire un traitement symptomatique. Grade 3, c'est des effets indésirables qui sont un peu plus sévères, donc qui entraînent une limitation marquée de l'hospitalisation médicale, une prolongation de l'hospitalisation, mais pas de mise en jeu du pronostic vital à moyen terme. Et dans ce cas-là, on peut substituer l'antirétroviral en cause sans arrêter le traitement antirétroviral. Et enfin, quatrième grade, le plus sévère, c'est un effet indésirable avec limitation qui peut mettre en jeu également le pronostic vital du patient. Et il faut une intervention médicale urgente en milieu hospitalier. Et là, il faut arrêter tous les antirétroviraux
traiter symptomatiquement, puis réintroduire de nouveau un traitement antirétroviral. Alors, les antirétroviraux qu'on utilise souvent peuvent être responsables de divers effets indésirables qui touchent le foie, le rein, l'os, le système cardiovasculaire, métabolique, hématologique, le système nerveux, la peau, musculaire ou gastro-intestinaux. Et donc, ces effets indésirables peuvent être parfois assez fréquents ou des effets indésirables rares. Parmi les effets indésirables les plus fréquents, on trouve les effets indésirables digestifs, surtout les nausées, vomissements, les diarrhées. On les voit surtout avec les IP, surtout avec le ritonavir et le lopinavir-ritonavir. Les effets indésirables neuropsychiatriques qui ont un impact sur la prise du traitement, et on les voit surtout avec les favirences et le dolutegravir. Mais les plus redoutés des effets indésirables sont surtout les effets indésirables cutanés avec les réactions d'hypersensibilité sévère, avec la bacavir, mais qu'on peut voir également avec la névirapine et un peu à moindre degré avec les favirences, et les effets indésirables hépatiques avec les inhibiteurs non nucléosidiques, surtout avec la névirapine qui est en train de quitter l'arsenal thérapeutique, mais et non fréquemment avec les favirences. Voyons quelques exemples d'effets indésirables assez importants en termes de fréquence ou en termes de gravité. C'est le syndrome d'hypersensibilité grave, parfois sévère, lié à la bacavir qui se manifeste par des fièvres, myalgie, troubles digestifs, exanthème, toux, dyspnée hépatique. L'incidence de cette hypersensibilité, elle est de l'ordre de 5%, et cette éruption survient en général, ce syndrome survient dans les 11 premiers jours du traitement, ou des premières semaines, en moyenne, on est bien fait le 11e jour. L'hypersensibilité est rapidement résolutive après l'arrêt de la bacavir. Mais l'apparition de cette réaction d'hypersensibilité est liée étroitement à la présence de l'allèle HLA-B5701 et le risque serait plus important chez les personnes qui présentent donc qui sont porteuses de cet allèle alors que les patients ne sont pas porteurs. Il faut que la bacavir est plus prescrite dans notre région chez les enfants que chez les adultes en première ligne, et que la pratique ou la recherche de l'allèle HLA avant l'initiation du traitement en base de bacavir n'est pas recommandée dans ce pays et n'est pas recommandée également par l'OMS. Une méta-analyse récente a montré, réalisée chez les enfants dans des pays de l'Afrique subsaharienne, dans la région de l'Afrique de l'Ouest et centrale, a montré qu'il n'y a pas d'augmentation du risque de réaction d'hypersensibilité, d'événements de grade 3 ou 4 ou de décès chez les enfants recevant un régime à base de bacavir comparativement à d'autres régimes d'antirétroviraux. Donc, pour résumer la toxicité de la bacavir, il faut qu'il y ait une surveillance attentive au cours des premières semaines après l'initiation de la bacavir, et l'apparition d'une éruption sous la bacavir doit faire arrêter immédiatement la molécule et proscrire sa réintroduction. La toxicité liée à l'efavirenz est surtout une toxicité du système nerveux central, c'est-à-dire neuropsychiatrique. Il y a immédiatement, et dans les jours qui suivent la prescription de la molécule, dans plus de 50% des cas, des symptômes apparaissent, les insomnies, de concentration, des cauchemars, hallucinations. Et ces symptômes imposent l'arrêt du traitement dans 2% des cas en cas de prise d'efavirenz 400 à 6% des cas en cas de prise d'efavirenz 600, comme l'a montré l'étude encore qui a comparé l'efavirenz 600 à l'efavirenz 400 et qui a montré que l'efavirenz 400 est mieux tolérée sur le plan neuropsychiatrique. Il est important d'informer les patients de ces troubles avant l'initiation du traitement et les informer également que ces troubles sont provisoires qui vont disparaître au bout de 2 à 4 semaines. À long terme, l'efavirenz peut donner des syndromes dépressifs. La toxicité cutanée de l'efavirenz est moins faible et moins grave que la névirapine et elle est en général spontanément résolutive. Alors, les principaux effets indésirables à moyen ou à long terme peuvent être liés à la toxicité mitochondriale, et pathologique pour la DT, ou musculaire également pour la DT, ou réelle à titre de tubulopathie ou de syndrome de Fanconi pour le ténophobie. Également, à long terme, on peut voir une toxicité osseuse pour le ténophobie à type de diminution
de la densité minérale osseuse. Également hépatique, surtout pour la névirapine, mais aussi pour les inhibiteurs de protéase et des inhibiteurs de protéase à long terme peuvent donner des troubles métaboliques, intolérance au glucose, hypercholestérolémie, triglycéridémie et lipodystrophie. Donc la lipodystrophie correspond à des anomalies de la répartition de la graisse, comme on le voit dans ce cas-là, avec le double montant ou l'os de Bisson. C'est une graisse qui se répartit donc de façon anormale dans d'autres régions du corps. Et il y a également à ces anomalies de la répartition de la graisse peut s'accompagner à une augmentation du risque cardiovasculaire. Également là, un cas de lipodystrophie associé aux inhibiteurs de protéase, surtout les anciens, captinavir et avant, mais aussi on les voit actuellement en cas de prescription de l'opinavir et ritonavir, qui est encore prescrit de façon assez fréquente dans nos régions, avec ce double montant, avec la bosse de Bisson, avec également l'hypertrophie mammaire et également avec l'augmentation du périmètre abdominal. Ce sont des anomalies qui peuvent apparaître plusieurs années après prise de ces médicaments. Pour le dolutegravir, c'est surtout les effets donc mais surtout l'insomnie, les troubles du sommeil. L'insomnie se voit surtout chez les personnes au-delà de 60 ans. Et là, on peut être amené à changer la prise de dolutegravir le matin. Et en cas encore de gènes liés à l'insomnie, donc on peut changer le dolutegravir par raltegravir ou par un inhibiteur de protéase. L'hépatotoxicité de dolutegravir est plus importante en cas de co-infection avec le virus de l'hépatite B ou C. Également, on peut voir rarement de réaction d'hypersensibilité. Et surtout, donc, le gain pondéral est un effet indésirable qui apparaît de plus en plus actuellement dans les études. Ce gain apparaît surtout avec un taux de CD4 bas, charge virale élevée chez les femmes, les personnes d'origine africaine et une utilisation concomitante du TAF. Donc, il faut qu'il y ait une surveillance rapprochée du poids avec des mesures diététiques et s'il faut donc changer le dolutegravir par efavirenz ou par ANIP. Et là, c'est une des études, de l'étude NAMSAL par exemple, qui a montré une incidence des états de stress et d'anxiété, de dépression, que l'incidence des états de stress, d'anxiété ou de dépression était similaire comparativement entre dolutegravir et efavirenz 400. Parmi les autres effets indésirables du dolutegravir, c'était les malformations du tube neural. C'était une inquiétude, une préoccupation importante de prescription de ce traitement chez les femmes en âge de procréer. Et l'étude CEPAMO, qui a été réalisée au Botswana, a montré depuis 2018 une baisse de l'incidence de ces malformations du tube neural, si bien qu'actuellement, la différence entre les femmes reçues de dolutegravir et les autres n'est plus significative et il n'y a plus maintenant de contre-indication de prescrire ce traitement chez les femmes en âge de procréer. Et cette étude également, CEPAMO, a montré qu'il n'y a pas de différence entre dolutegravir et efavirenz concernant l'incidence des autres complications de la grossesse, c'est-à-dire fausse couche, mort-née, prématurée, accouchement prématuré ou faible poids de naissance. Je reviens au gain pondéral dolutegravir parce qu'il y a maintenant donc de publications sur cet effet indésirable. Et il y a dans l'étude NAMSAL également, il y a deux papiers qui sont sortis récemment en 2019-2020 qui montrent un gain pondéral moyen de 5 kg pour le dolutegravir versus 3 kg pour l'efavirenz 400 et que l'incidence de l'obésité était également significativement plus importante, 22% dans le groupe dolutegravir versus 16% dans le groupe efavirenz. L'étude de CEPAMO a également montré quelques considérations pour la prise de poids au cours de la grossesse. Le poids de base était plus fortement associé à des complications que le gain de poids pendant la grossesse, qu'un faible poids de base était associé à un risque accru d'accouchement prématuré. Au contraire, donc, un poids initial élevé était associé à un risque accru de macrosomie et d'hypertension artérielle maternelle. En conclusion, donc, on est actuellement dans une époque où dans tous les pays pratiquement du monde, on est à tester et traiter, à initier rapidement un traitement antirétroviral dans les 7 jours et à optimiser le traitement antirétroviral par l'utilisation de protocoles basés sur un inhibiteur de l'intégrase, en particulier dolutegravir. Et le protocole le plus utilisé actuellement et préféré dans notre région, c'est le TLD, tenofovir, lamivudine, dolutegravir. Chez l'enfant de moins de 20 kg, c'est abacavir, protécé, lopinavir. Au-delà de 20 kg, donc on peut introduire le dolutegravir
associés à la Bacavir 3TC. Et au-delà de 30 kg, on utilise donc la formulation pour l'adulte, le TLZ. La surveillance des effets indésirables, elle est très importante au cours de la prise en charge d'une infection à VIH. Ces effets indésirables peuvent survenir à différents moments du traitement. Ils peuvent avoir des intensités variables en termes de gravité. Également, peuvent toucher plusieurs organes et peuvent avoir des expressions cliniques ou biologiques. Si bien que cette surveillance est une étape essentielle, primordiale de la prise en charge. Elle doit être assurée à chaque visite et il faut minimiser l'impact donc des effets indésirables. Il faut les détecter rapidement, les gérer correctement afin donc de réduire la morbidité, afin également de lutter contre la réduction de la qualité de vie de ces personnes, d'éviter l'interruption du traitement, les échecs du traitement et également d'éviter les coûts additionnels par le système de santé. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Mohamed, pour cette revue extrêmement nette des stratégies d'initiation. Peut-être qu'on pourrait ajouter, ça c'est les stratégies de l'OMS, que d'autres stratégies, l'Europe et les stratégies nord-américaines recommandent, mais Marc-Antoine Valentin va en parler, les stratégies à base de bithérapie. Alors, on a pas mal de questions, Mohamed, on va les prendre, même si on a un peu dépassé le temps. Donc, une question qui repose, mais tu vas réaffirmer, donc, que faire chez les enfants, puisqu'on a des pays qui passent maintenant du lopinavir au switch vers dolutegravir. Donc, voilà, l'enfant. Alors, chez l'enfant, ce qu'on utilise actuellement dans ces protocoles de l'OMS, c'est le dolutegravir 50 mg à partir du poids de 20 kg chez l'enfant. Mais il y a de nouvelles formulations maintenant qui sont approuvées par le FDA et je pense également l'European Medicine Agency. C'est des formulations à 5 à 10 mg, donc ce qui permet d'utiliser le dolutegravir à partir du poids de 3 kg. Donc maintenant, on peut introduire le dolutegravir chez les enfants qui pèsent moins de 20 kg, pourvu que ces formulations sont disponibles dans le pays. Une autre question, Mohamed, difficile à prononcer le nom, qui souligne que finalement sur l'os et peut-être sur le rein en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas forcément les moyens de surveiller la toxicité. Est-ce que finalement quand même le tenofovir peut être utilisé avec une certaine sécurité ou faut-il vraiment aller vers le TAF? Je pense que pour le moment, il y a certaines études qui ont montré que, par exemple, la toxicité grave, toxicité rénale grave liée au tenofovir reste faible. Si on prend, par exemple, le syndrome de Fanconi, c'est pratiquement 1,5 pour 1000 patients année. Donc, c'est pas vraiment une fréquence très élevée. Donc, on peut se limiter avec la surveillance rénale, avec la clairance de la créatinine. De temps en temps, on peut faire donc une phosphaturie ou calciurie ou phosphorémie, calcémie. Donc, on peut se limiter à ce bilan de surveillance pour la toxicité rénale. Donc, sur le plan rénal, il n'y a pas un risque majeur. Donc, pour l'os, c'est essentiellement, on voit une toxicité pour les femmes monopausées, où il y a un risque de diminution de la densité minérale osseuse plus importante. Il y a quelques traitements substitutifs à base de calcium qui peuvent aider donc à prévenir cet effet indésirable. Donc, globalement, pour répondre, donc, il n'y a pas vraiment une toxicité grave qui oblige donc à passer immédiatement au TAF. Le TAF, c'est mieux sur le plan rénal et osseux, mais le TAF également a d'autres effets indésirables. Oui, en particulier, il encore majore la prise de poids. Alors, oui. Une autre question peut-être précisée, tu l'as dit Mohamed, mais les inquiétudes quant au dolutegravir chez les femmes en conception ou début de grossesse à propos donc des anomalies de fermeture du tube neural. Tu nous as évoqué, peut-être peux-tu redire l'étude de la surveillance CEPAMO? Oui, cette surveillance CEPAMO, en fait, elle a commencé en 2014 au Botswana
et l'objectif principal était de surveiller donc l'effavirence chez les femmes enceintes, la toxicité de l'effavirence. Et par la suite, ils ont introduit à Botswana le dolutegravir et ils ont commencé à surveiller donc la toxicité du dolutegravir. Donc au début, c'était une incidence assez élevée et comparativement aux femmes VIH négatives ou aux femmes qui reçoivent d'autres protocoles thérapeutiques autres que le dolutegravir, la différence était significative. Et au fil du temps, avec l'introduction plus de femmes dans ce protocole, il s'est avéré que que le risque donc de malformation du tube neural n'était pas aussi élevé, significativement plus élevé que dans les autres femmes HIV négatives ou les femmes qui recevaient d'autres protocoles thérapeutiques, si bien que l'OMS a levé cette restriction de prescription du dolutegravir chez les femmes enceintes et pratiquement maintenant, c'est recommandé, donc il n'y a aucun souci, aucun problème. Mais il faut également dire qu'au cours de ces PAMO, les cas de malformation qui sont apparus chez les femmes qui ont reçu le dolutegravir pendant les 6 premières semaines. C'est-à-dire que les femmes qui sont déjà sous dolutegravir donc peuvent continuer sans introduire le dolutegravir après, il n'y a aucun souci. Mais globalement, on peut dire que le dolutegravir est actuellement sécurisé chez les femmes en âge de procréer et qu'il n'y a aucun souci pour le prescrire. Voilà, donc ça va rejoindre finalement une question. Efavirenz 400 et dolutegravir sont-ils comparables en termes d'efficacité et de tolérance et quelles recommandations sur les femmes enceintes? Alors, en termes d'efficacité, bien entendu, c'est le dolutegravir qui est plus rapidement efficace. C'est-à-dire, en termes de suppression virale, c'est 29 jours, c'est-à-dire, on peut attendre une charge virale indétectable pour le dolutegravir versus 78 jours pour l'efavirenz. Donc, en termes de prévention de la transmission mère-enfant, on est plus rapidement efficace chez la femme enceinte. En termes, donc, ça c'est en suppression virale. Maintenant, en termes donc de restauration immunitaire, c'est presque la même chose, en termes d'augmentation de CD4. En termes de toxicité également, il n'y a pas de différence en termes de toxicité. Donc, ce qu'on va gagner, c'est essentiellement la rapidité de la suppression virale qui va nous permettre de réduire le taux de transmission du VIH de la mère à l'enfant. Donc, le dolutegravir est préférable à l'efavirenz chez la femme en âge de procréer. Merci Mohamed. Je crois que c'était vraiment clair et c'est tout à fait important de voir que l'inhibiteur d'intégrase dolutegravir a maintenant convaincu de son importance et que le bénéfice virologique, le bénéfice de tolérance compense largement le micro risque qui pourrait rester. Merci. Merci. Très bien. Magnifique. Merci beaucoup pour cet excellent exposé concernant les stratégies d'initiation. On va passer à la deuxième présentation qui va traiter des nouvelles molécules antirétrovirales. Ça va nous être présenté par Christine Katlama. Vous la connaissez tous, mais je vais très rapidement la présenter tout de même. Donc, professeur Katlama est professeur de maladies infectieuses à la Sorbonne Université. Elle est responsable de l'unité de recherche clinique VIH-Sida à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Elle est, comme vous le savez, très impliquée dans la recherche thérapeutique et dans les nouvelles stratégies. Elle était ancienne présidente de l'EAX, la Société européenne VIH-Sida. Elle est actuellement responsable de son programme éducatif. Elle est cofondatrice de l'ONG Soltis, qui soutient notamment l'accès au traitement du VIH en Afrique de l'Ouest. Et puis, comme vous le savez, elle est présidente et cofondatrice de l'AFRAVI. J'en profite de mentionner deux des gros projets qu'elle a menés ces dernières années au sein de l'AFRAVI. Le premier, c'était la coordination de la publication du livre AFRAVI, que vous avez sûrement déjà vu passer sur vos pupitres ou sur vos écrans. Et puis, il y a également l'instauration, en partenariat avec la Sorbonne Université, du premier DU sur la prise en charge du VIH et des infections émergentes, 100% en distanciel et qui va débuter très bientôt. Voilà, je te donne la parole, Christine. Merci beaucoup. Merci Gilles. Le livre, c'est tous ensemble. À l'AFRAVI, on a un top comité dynamique, donc plein d'idées. Voilà. Alors, merci. On va
Je suis très heureuse de faire ce topo sur les nouvelles molécules parce que après 40 ans de la découverte du VIH et on va dire un peu plus de 30 ans des thérapeutiques, pouvoir parler de molécules nouvelles, c'est super. Mais avant, petit quiz donc sur les nouvelles molécules. Donc le cabotegravir, je vous demandais si c'était un inhibiteur de la capside, s'il pouvait s'administrer par voie orale, s'il s'administrait par voie intramusculaire, s'il devait être absolument combiné dans le traitement de l'infection VIH et proposait qu'il ait une demi-vie très longue. Voilà, donc vos réponses. Voilà, donc je vois, je ne sais pas si c'est fini. Bravo. Ah, c'est en haut. Donc, ben voilà, c'est pas mal. Je ne sais pas si je vais faire mon topo, mais voilà. Donc, c'est bien. Vous avez plutôt pas mal répondu. Il y en a une qui n'est pas tout à fait juste. On verra ça dans le courant. Alors, la deuxième question, toujours sur les molécules antirétrovirales en développement. Donc, elles sont caractérisées par le fait qu'elles ont de demi-vie longues, vous dites vrai ou faux, qu'elles peuvent s'administrer seules en monothérapie, qu'elles pourraient s'administrer 2 fois par an, qu'elles peuvent s'utiliser en prophylaxie et puis qu'elles peuvent réduire massivement les réservoirs viraux. Donc, à vos votes. Et je ne donnerai pas les réponses, on va les commenter. Je ne vois pas celui-là. Ouais, je ne vois pas là-dessus. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, donc bravo à toutes ces réponses. Vous verrez, il y a des petites subtilités, ce qui me permet de passer au topo. En complet. Les molécules nouvelles. Alors, vous allez dire, écoutez, peut-être qu'on a ce dont on a besoin. Voilà. Mais non, nous avons besoin de molécules nouvelles et on va voir pourquoi. Juste avant, qu'on se remette tous en tête les fondamentaux des traitements antirétroviraux. D'abord, c'est un traitement à vie, bien entendu. Son objectif principal, c'est l'efficacité, l'indétectabilité de la charge virale et cette indétectabilité aussi dans les plasmas et comportements. Vous savez tous que c'est comme ça qu'on arrête tous les phénomènes délétères liés à la réplication. C'est comme ça que l'on maintient la non-transmission et que ce message est à dire et à redire. Donc, il faut aussi durer. C'est pas one shot, il faut maintenir la non-réplication à vie. Et pour ça, bien entendu, les traitements vont avoir à cœur de minimiser les effets secondaires, ceux qu'on perçoit rapidement et ceux qui vont se cumuler. Enfin, on est arrivé depuis quelques années dans une ère, en tout cas, voilà, pour les premiers, les pionniers de la philosophie, vers ce qu'on va appeler, ce que j'appellerais les objectifs écothérapeutiques, puisqu'on va devoir traiter pendant des décennies. Alors, on va avoir à cœur de minimiser le poids chimique des molécules sans évidemment déroger au dogme de l'indétectabilité. Alors, pour ça, il faut des molécules qu'on va appeler pardonnantes, qui vont être à la fois robustes pharmacologiquement et virologiquement. Ça passe pas. Donc, juste que vous ayez en tête une molécule antirétrovirale, elle a son spectre d'activité, les VIH1, 2, les virus résistants, elle a une puissance, elle a une barrière génétique à la résistance, c'est-à-dire la capacité de résister à la résistance. Et quel niveau de résistance? Est-ce que cette résistance est croisée? Et vous voyez, c'est un des paramètres de la pardonnance.
Elle a un profil pharmacologique, j'insiste, c'est vraiment important. Il y a la demi-vie, il y a les interactions médicamenteuses, parce que la vie du sujet, même si à 30 ans, il n'en prend pas, eh bien, à 50, 60, il aura d'autres choses. Et on a déjà évoqué la tolérance. Donc, vous voyez, caractériser des produits avec ces 5 valeurs. Donc voilà, on ne résiste pas au plaisir de voir comment finalement ce développement, il est extrêmement dynamique. On a commencé avec l'AZT, le 3TC, on les a combinés et vous voyez que on est... Donc, on est avec des molécules qui sont récemment introduites et dont je vais parler, le cabotegravir, et puis d'autres à venir, et c'est de celles-là qu'on va parler. Donc, pas d'interruption dans le développement, 8 classes thérapeutiques, un boost énorme, et vous savez que cette recherche a aussi contribué à donner des molécules dans le traitement de l'hépatite C. Alors, pour parler des molécules récentes et puis celles de demain, donc la doravirine, peut-être que tous d'entre vous ne l'ont pas, c'est un inhibiteur non nucléosidique de la reverse transcriptase qui est un vrai seconde génération, qui va être actif sur des souches résistantes aux premières générations qu'on a largement utilisées, qui portent les mutations K103N, 180, qui ont été induites par la névirapine, par les favirenz, voire par la ripivirine. Ce produit a l'avantage de ne pas avoir de contraintes alimentaires, à jeun ou pas, et surtout de ne pas avoir d'interaction pharmacologique, ce qui le distingue vraiment des autres NNRTI. La tolérance est bonne, évidemment, c'est un NNRTI, donc il peut y avoir des signes de la série système nerveux central. Il n'y a rien sur le plan des lipides, contrairement à l'efavirenz. Il existe en forme seule, de Pifeltro, ou bien combiné d'Elstrigo. Et je vous ai figuré en bas les essais qu'on dit d'enregistrement, où cette combinaison TDF-3TC doravirine a été comparée à une stratégie soit darunavir, soit efavirenz, et vous voyez que dans tous les cas, la non-infériorité, c'est-à-dire l'équivalence des stratégies, a pu être établie et conduire à la commercialisation. Et puis, dans les cas d'échec virologique, c'est toujours ça qui est très important, qu'est-ce qu'on a engendré comme résistance. Donc, lorsqu'on regarde dans les études de switch, non plus chez des patients naïfs, vous voyez, cette étude a montré que quand on switchait une stratégie tenofovir 3TC doravirine, eh bien, on avait aussi bien en suppression, en taux de suppression virologique que quand on maintenait sa stratégie, la CS24, mais ça s'est poursuivi. Là encore, pas de résistance à la doravirine dans les quelques échecs ou les quelques rebonds qui ont pu se produire. Donc, une molécule importante dans notre arsenal. Alors, entrons dans le champ des, ce qu'on va appeler les long acting, donc des molécules qui vont agir en longue durée. Premier c'est pas des classes, mais de ce champ, c'est l'association de cabotegravir. Donc, le cabotegravir est un inhibiteur d'intégrase, c'est la petite question, le quiz n'est pas un inhibiteur de capside, avec la rilpivirine. Ils sont présentés, les industriels ont travaillé pour en faire des nanoparticules qui vont pouvoir être actifs sur des périodes aussi longues de 2 mois. Les essais phares d'enregistrement qui ont comparé ces stratégies Cabo-Rilpi chez des patients naïfs ou des patients switch s'appellent respectivement FLAIR et Atlas. Alors, là, j'insiste un petit peu, vous voyez qu'on ne passe pas directement à la forme injectable et que tous ces produits long-acting vont comporter une période ici de 4 semaines où la stratégie est donnée par voie orale. L'objectif, c'est de voir la tolérance parce qu'évidemment,
avec du long-acting qui a des demi-vies très très longues, vous ne pouvez pas arrêter. Les effets vont se faire ressentir pendant longtemps. Donc, Atlas, c'est du switch. Flair, c'est des patients naïfs. Les dosages, les voici. On ne va pas s'apesantir. Et vous voyez que sur les données d'efficacité, donc c'est toujours pareil, le taux de succès à moins de 50 copies à 48 semaines, cabotegravir, rilpi en rouge, poursuite du traitement en gris, vous voyez des taux extrêmement importants de succès virologique et aucune différence. Ça a donc permis d'établir ce qu'on va appeler la non-infériorité de la stratégie nouvelle par rapport à la stratégie à laquelle on la comparait, qui est en général une stratégie de référence. Voilà. Et puis, donc, chez les patients naïfs, eh ben voilà, c'est la même chose. Vous voyez, à 48 semaines, donc c'est pas seulement un succès précoce, ça se maintient en termes d'efficacité. Maintenant, va être donc la durabilité. Et là, récemment, vient d'être présenté cet été au congrès IAS, la suppression virologique jusqu'à S144. Vous voyez qu'il n'y a pas d'épuisement de l'efficacité avec le temps. Sur le petit encart de gris, et je vais y revenir, donc il y a eu des échecs virologiques, des gens chez lesquels la charge virale a rebondi. Vous gardez en tête qu'ils sont sous des thérapeutiques injectables, donc c'est probablement des défauts de puissance. Donc vous voyez, très peu, on va les revoir, peu globalement, mais en cas d'échec, eh bien, il y a eu émergence de résistance à la fois à la classe des intégrases, vous voyez ici 155 et 263, et puis des mutations en NNRT. Donc, dans la diapositive suivante, c'est celle-ci, Atlas 2M, toujours avec cabotegravir et rilpivirine, a comparé une injection toutes les 4 semaines versus toutes les 8 semaines, car les molécules ont le potentiel pour durer jusqu'à 2 mois. Donc, là encore, en termes d'efficacité, charge virale contrôlée à S48, pas de différence statistiquement significative entre une injection tous les mois et une tous les 2 mois. Maintenant, je vous parlais de la résistance. Donc, là, c'est toutes les études qui ont été poolées et on étudie chez les gens chez lesquels la charge virale a rebondi, quelles ont d'abord l'incidence de ce phénomène. Donc, vous voyez, charge virale en échec, c'était 8 dans les bras 8 semaines, 2 dans les bras 4 semaines. Les gens qui ont eu des génotypes de résistance, vous voyez, il y en avait 6 sur 8 et 1 sur 2. Et puis surtout, on s'est attaché à regarder quels étaient les facteurs associés à l'échec virologique. Et je crois que ça, c'est très important. Vous voyez, le risque avec un odds ratio à 40 est particulièrement important chez des gens qui avaient de la résistance à la rilpivirine à l'initiation. Cette résistance, elle était peut-être, elle était cachée, elle était de l'historique. Donc, la première chose avant de l'utiliser, c'est de vérifier dans tout le parcours thérapeutique d'un patient qu'il n'y a pas eu de résistance qui a été engendrée par cette classe et les premières générations. Enfin, des concentrations qui pouvaient être faibles, tout le monde ne métabolise pas pareil. Certains, en particulier à 6 à 1, avec un odds ratio à 6, et puis moins fort, mais les gens qui ont un BMI élevé, et probablement que chez des gens qui ont des BMI élevés, donc un certain degré d'obésité, eh bien la diffusion de la molécule ne s'effectue pas pareil. Mais encore des questions à résoudre avec cette stratégie.
Je quitte donc le cabotegravir et la rilpivirine qui devrait arriver en France à la fin de cette année pour parler donc de l'islatravir. Donc l'islatravir, c'est une molécule qui va inhiber la transcription, on connaît, mais aussi inhiber la translocation de la reverse transcription. Donc un double mécanisme en blocage. C'est un produit qui est fluoré, il est très puissant, il agit à des concentrations nanomolaires et vous voyez sur le petit graphe que je vous ai mis, une dose unique, vous voyez sur 10 jours avec les doses les plus élevées, mais déjà avec les petites doses, vous avez entre 1 et 2 logs de réduction avec juste une dose sur 10 jours. Effectivement, il a une demi-vie très longue et cette molécule va avoir un potentiel d'être donnée selon les doses tous les jours, petite dose, dose plus élevée toutes les semaines et peut-être dose encore plus élevée en implant avec une fréquence peut-être de plusieurs mois. Voilà. Cette molécule diffuse très très bien dans le tractus génital et ça c'est vraiment important. Et vous voyez, pour reprendre la notion que je vous donnais de pardonnance, eh bien le profil pharmacologique est pardonnant. Donc, quelle expérience cette molécule est développée par l'infirmière qui est aussi à la doravirine. Donc, c'est assez logique qu'il se soit engouffré, on va en parler après, vers les bithérapies qui sont aussi une évolution de nos stratégies. Donc, voilà, c'est des recherches de doses 0,75 de 25. Vous voyez une forme, il y a une petite, là on est en oral, il y a une partie en tri, puis après, on passe en bithérapie et ensuite la combinaison. C'est les toutes premières données, phase 2B naïve. Vous voyez que effectivement, on a des taux de succès thérapeutique qui sont élevés, qui ne sont pas différents de la stratégie tenofovir 3TC doravirine, avec de gens qui ont plus de 50 copies. Je ne sais plus si j'ai la diapositive. En fait, vous voyez, on a un cut-off à 50. Ça veut dire que la personne qui a 52 copies, elle est en échec si c'est confirmé. Et vous voyez que les charges virales de confirmation des gens qui n'étaient pas dits en succès étaient toutes inférieures à 80 copies. Voilà. Donc, très peu dans cette toute petite étude, mais très peu de gens qui ont eu plus de 200 copies. Donc, dans cette phase 2B, l'islatravir a l'air de tenir sa promesse au moins de l'efficacité. Une autre molécule vraiment extrêmement intéressante, là, c'est l'inhibiteur de capside. Elle s'appelle l'enacapavir. Donc, je voulais juste vous montrer, là, on est en phase 1B. Vous voyez, là, ça se dose en sous-cutané, c'est une injection et ça va avoir un potentiel pour durer des semaines et des mois. Donc, vous voyez une dose, regardez juste, on est à 2 logs avec un produit, avec une injection, 2 logs. Avant, il nous fallait presque 3 molécules pour arriver à cette puissance virologique. Et sur le graphique de droite, eh bien, vous voyez, on sait les quotients inhibiteurs. Normalement, c'est ici, vous voyez qu'avec différentes doses, on est très largement au-dessus. Et là, on est à 56 semaines. Donc, vous voyez le potentiel. Et pour ne rien déplorer, j'y vais. Donc, un développement rapide, un essai phase 2, patient naïf, une toute petite dose de 2 semaines de médicaments oraux pour s'assurer de la tolérance et passage à la voie à l'administration sous-cutanée, là avec du TAF, on est en trithérapie, mais une injection tous les 6 mois. Donc, si je regarde maintenant les résultats, évidemment, encore une fois, c'est 50 patients, mais vous voyez, 92-94% sont en succès virologique et très peu de patients sont à plus de 50 copies.
dans cette étude, mais c'est précoce, c'est week 28, semaine 28, donc on va voir les choses, mais en tout cas, un produit. Alors encore peut-être plus spectaculaire, parce que quand on a une nouvelle classe extrêmement puissante, évidemment, on pense tout de suite aux gens qui sont multirésistants. C'est la philosophie de l'étude Capella, qui s'est adressée à 72 personnes multirésistantes. On a donné du lenacapavir avec leur régime qui marchait pas trop bien versus du placebo versus du lenacapavir avec un traitement optimisé, une monothérapie entre guillemets fonctionnelle de 2 semaines, puis après le traitement avec le lenacapavir tous les 6 mois pendant donc la durée 52 semaines. Donc juste pour ça passe pas. Voilà, c'était juste pour vous montrer que, regardez la résistance des gens. Les gens, ils sont plus résistants au NUC, résistants aux NNTI, aux IP, aux inhibiteurs d'intégrase. C'est des gens qui ont 160, moins de 200 T4, qui ont des charges virales entre 4 et 3 logs. Franchement, c'est des multirésistants. Maintenant, quand on regarde effectivement l'efficacité, eh bien, on voit là, donc on voit les 2 groupes et, non, pardon, j'ai changé de diapo. Vous voyez l'efficacité, la charge virale à 50 copies, 81, alors que dans le groupe contrôle, on est à 19. Donc, réellement, quelque chose d'assez phénoménal en termes de contrôle de la réplication. Je le redis, avec une molécule qui pourrait s'administrer et qui s'administrera tous les 6 mois. Alors, toutes ces molécules, eh bien, si elles sont développées, c'est aussi beaucoup en pensant à leur utilisation dans la prophylaxie. On n'a pas de vaccin, mais on a des prophylaxies médicamenteuses extrêmement efficaces. Et je n'ai pas résisté au plaisir de vous montrer les résultats de 2 essais HPTN sur le cabotegravir. Il est ici tout seul. Il est comparé à tenofovir FTC, le Truvada ou le générique. On est en PrEP. 2 études, une chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes ou des transgenres, et l'autre chez les femmes. Vous voyez, c'est des études extrêmement puissantes. On est à 4500 patients et à 3200. Et voilà. Donc là, évidemment, on regarde l'incidence du VIH, les infections qui arrivent malgré les recommandations. Donc là, cabotegravir 13 dans la 83, 3 dans la 84 versus 39. Et pourtant, voilà, ces prophylaxies sont efficaces de tenofovir FTC. Donc, pas besoin d'être un grand statisticien. Vous voyez que vous avez réduit de 70% la transmission, l'acquisition, du VIH. Donc, c'est plus qu'encourageant, ça donne un espoir extrêmement important. L'islatravir, dont je vous parlais, est aussi en développement et vous voyez que des prophylaxies qu'on pourrait peut-être donner 2 fois par an ou 1 fois par an serait extrêmement appréciable. Voilà, donc pour conclure, vraiment la thérapeutique antirétrovirale, eh bien, j'ai envie de dire, elle fait tout ce que ne fait pas. On n'a pas de vaccin, mais clairement, on a des prophylaxies qui vont être tellement efficaces à plus de 90% que ce sera bien difficile de rivaliser. Ce sont les mêmes molécules. Les long acting et longue durée, c'est vraiment le challenge de la décennie pour s'affranchir des prises hebdomadaires, des prises quotidiennes, ces prises qui sont difficiles, qui favorisent la stigmatisation, il faut aller les chercher, c'est pas toujours facile dans beaucoup d'endroits, mais imaginez qu'on puisse les injecter ou demain qu'on puisse les implanter avec des implants ou se mettre des patchs, c'est vraiment une révolution thérapeutique pour, eh bien, on l'espère, atteindre ces 95 de chez 95, voire même ces 100%, et clairement mettre fin à cette
épidémie d'infection VIH. Voilà, je vous remercie. Voilà, merci beaucoup Christine. Merci beaucoup pour cette magnifique présentation avec un bel aperçu de toutes les molécules qui sont soit déjà avec nous ou qui vont l'être bientôt. J'ai revu un peu les questions qui ont été postées jusqu'à maintenant. Il y a plusieurs questions qui nous ont été posées par rapport au Dovato. Je vais peut-être les laisser pour le prochain orateur, les questions concernant les bithérapies. Peut-être parler rapidement d'un des points qui concerne la PrEP. Tu as mentionné le Truvada et l'efficacité du Truvada sous-optimale, qui est souvent en lien avec l'observance, qui est pas terrible dans beaucoup de ces études. Et donc, on s'imagine que la situation avec le cabotegravir, l'observance est meilleure. Est-ce que, forcément, vu que c'est une injection, est-ce que les gens viennent à la clinique faire leurs injections de manière correcte, ou bien est-ce qu'on a aussi des problèmes d'observance avec le cabotegravir dans la PrEP? Alors, nous, même on pourrait dire en France, on n'a pas encore utilisé le cabotegravir autrement que dans des essais cliniques ou bien en ATU, mais finalement, on a quand même eu peu de personnes. Ce qui va se passer, effectivement, c'est quand même l'organisation. D'abord, vérifier le dossier, et ça va probablement se passer chez nous dans cette réunion multidisciplinaire. Ça va être du switch, donc il faut regarder l'histoire parce que vous avez vu l'importance et on ne peut pas prendre le risque. Le cabotegravir n'a pas une barrière génétique élevée à la résistance. Donc, enfin, on ne peut pas prendre le risque de finalement gâcher cette classe thérapeutique. Donc, certainement, regarder le dossier, vérifier qu'il n'y a pas de résistance et puis tester quand même l'observance, la bonne compréhension parce que effectivement, l'administration loupée, on n'en sait pas encore beaucoup, on sait un peu des choses, mais on sait qu'il ne va pas falloir dévier trop par rapport à une date d'injection. Donc, je pense qu'il y a vraiment une patientèle qui a très envie de ça, qui va s'organiser pour avoir ces injections. En France, ce sera à l'hôpital, mais après, ça pourrait être en ville. Mais j'ai envie de dire, il faut être très, très rigoureux parce qu'il faut l'être aussi avec un traitement quotidien. Mais après, on a une routine. Là, il n'y aura pas vraiment de routine. Donc, voilà, je pense que ça ne sera pas pour tout le monde, hein, avec des stratégies allégées. Il y a des gens qui sont très bien pour gérer, mais certainement. Et on commence à avoir un peu d'expérience dans des patients qui sont dans des situations de vie un peu chaotiques, pouvoir tous les 2 mois avoir leur injection et plus penser au reste. Je pense que ça sera important. Pour l'instant, il n'est pas question de PrEP encore chez nous avec le cabot. 2-3 questions très rapides qui viennent d'une toute une série de questions sur le cabotegravir. Le prix. Est-ce qu'on a une idée du prix? Est-ce que ça va être le même que d'autres traitements antirétroviraux? Alors, on n'a pas de... Il est en discussion en France. Moi, je ne sais pas si vous, en Suisse, vous avez déjà un prix, s'il est lancé. Non. De ce que l'on perçoit, ça devrait être à peu près équivalent à la combinaison d'un traitement journalier multiplié par 60, à mon avis, si c'est donné par 30 ou par 60. D'accord. Effets secondaires, cabotegravir, à côté des réactions sur site d'injection, d'autres effets secondaires? Là, dans les effets secondaires, on est dans les inhibiteurs d'intégrase, pas beaucoup de choses, et la rilpivirine, pareil. Alors, c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais il y a quelque chose qui est intéressant et qu'on discute beaucoup avec Gilles Petava, notre pharmaco, c'est qu'on a l'impression que les prises de poids, parce que la molécule ne passe pas par le tube digestif, les prises de poids seraient un petit peu moindres avec des stratégies de cabot. On prend des pincettes,
sur le plan métabolique, c'est bien. Non, honnêtement, il y a vraiment les gens qui sont très contents. C'est plutôt les injections, etc. C'est pour ça que tous les 2 mois, c'est pas mal. Mais ceux qui l'ont, mais ils l'ont vraiment voulu, sont très contents. Personne ne veut arrêter. Quel est le potentiel de ces traitements injectables pour l'Afrique subsaharienne? Est-ce qu'on sait si l'OMS va pousser à mettre en place ce genre de stratégie? Merci beaucoup de cette question. Il est énorme le potentiel. Il est énorme. Dans des pays où l'accessibilité au traitement, il est énorme. C'est pour ça qu'il va falloir une mobilisation intense. Vraiment, vous voyez les enfants, vous voyez Lena Capavir, vous voyez tous les gens qui sont, c'est fantastique. Je dirais même que c'est presque plus pour les pays où c'est compliqué de se traiter qu'il faudrait les avoir. Donc, ça va vouloir dire beaucoup de mobilisation. Bon, c'est vrai quand même que le dolutegravir est relativement rapidement en Afrique. Bah ça invite à monter des études, pas compliquées, mais c'est clair que pour moi, c'est franchement essentiel. Vous voyez, aller pouvoir se chercher 2 fois par an l'injection, le stigmatisation, quand on voit la place dans la non-observance de justement des difficultés eh bien, ces traitements longue durée, pour moi, représentent une option fantastique. Dernière question avant qu'on passe à la prochaine présentation sur le doravirine, rapidement. Résistance croisée avec les autres NNRTI et utilisation potentielle en 2e ligne de traitement après un échec avec les favirenz. Alors, comme je l'ai dit, in vitro, ça marche in vitro, d'accord, franchement, ça marche sur les 2-3 mutations, en tout cas sur les plus fréquentes, sur plus de 90% de ce que l'on a en clinique. Maintenant, les protocoles n'ont pas inclus des gens qui avaient des résistances antérieures. Donc voilà, ça fait partie des questions qu'on regarde. Et notre pratique, s'il n'y avait pas de résistance ou potentiel, c'est quand même d'essayer de mettre la doravirine en 2e ligne parce que c'est quand même, c'est un produit intéressant. Méfiance avec la névirapine. Des mutations de résistance. Oui, mais méfiance avec les mutations. De la névirapine. Et du coup, c'est là où on est en train de regarder un peu dans l'ADN, dans ce qui reste. Est-ce qu'on va avoir un phénomène comme avec le 3TC, où les mutations très anciennes, finalement, elles comptent plus beaucoup et qu'on pourrait recycler en fait la doravirine. Ça, c'est des questions importantes parce que finalement, c'est une classe importante. Merveilleux. Merci beaucoup, Christine. Et je te laisse maintenant présenter la petite voix qu'on a entendue derrière toi tout à l'heure pour la prochaine présentation. Un gros bisou. Alors, j'ai le grand plaisir de présenter le docteur Valentin avec qui je vis professionnellement depuis plus de 30 ans, vous voyez, 3 décennies. Donc, c'est un clinicien, c'est un praticien hospitalier, c'est un chercheur clinique. C'est quelqu'un qui a investi depuis très, très longtemps dans le soin aux populations, en particulier les populations en prison. Et c'est actuellement le président de notre COREVI, de la coordination de la zone de Paris-Centre, de 3 hôpitaux principaux sur le VIH, la santé sexuelle et les hépatites. Alors, merci Christine et bonjour à tous. Donc j'ai des petits quiz. Alors, la question, c'est comment définir une stratégie d'allègement. Donc, la première question, c'est une stratégie qui comporte un nombre limité de comprimés, par exemple 1 ou 2 comprimés. Une stratégie composée de 2 molécules antirétrovirales au plus. Une
une stratégie dans laquelle la fréquence des prises est réduite soit 4 fois par semaine, soit 5 fois par semaine. Une stratégie dans laquelle la posologie journalière d'une des molécules composant la combinaison est diminuée. La deuxième question, dans quelles circonstances est-il possible de proposer un traitement allégé à un patient, chez un patient naïf de toute thérapeutique antirétrovirale, chez un patient en situation d'échec virologique, chez un patient mal observant, chez un patient pré-traité ayant une charge virale contrôlée, chez un patient traité par une trithérapie antirétrovirale combinée dans un comprimé. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu vas mettre fin au vote? Alors, comment définir une stratégie thérapeutique qui comporte un nombre limité de comprimés, par exemple 1 ou 2 comprimés? 59% répondent oui, on verra les choses un peu plus tard. Une stratégie composée de 2 molécules antirétrovirales, 34%. Une stratégie dans laquelle la fréquence des prises est réduite, 56%. Ça ne fait pas de doute. C'est plus partagé pour les autres réponses. Une stratégie dans laquelle la posologie journalière d'une des molécules composant la combinaison est diminuée, 19%. On reverra toutes les réponses au cours de ma présentation. Chez un patient naïf de toute thérapeutique antirétrovirale, on peut prescrire le traitement. Là aussi, on verra les choses. En situation d'échec virologique, chez un patient mal observant, chez un patient pré-traité, 84%. Et chez un patient ayant une trithérapie antirétrovirale combinée dans un comprimé. Donc, nous allons revoir toutes ces questions et c'était bon de regarder, de faire ce quiz pour nos participants. Eh bien, nous allons maintenant passer à la présentation qui est celle donc de la stratégie d'allègement. Est-ce qu'on peut y aller, Rachid? Qui est celle de la stratégie d'allègement. Donc, merci. Diapositive suivante. Donc, pour ce qui est donc des traitements antirétroviraux en 2020, eh bien, comme Christine vous l'a dit, c'est un traitement à vie et les molécules que nous utilisons ont une puissance virologique probablement supérieure chez les molécules, dans les molécules les plus récentes. Et donc, il est aujourd'hui légitime de proposer, en tout cas de réfléchir à une réduction d'exposition aux molécules antirétrovirales. Dans la première présentation du professeur Chakroun, on vous a donné un peu les principaux effets secondaires des molécules et il semble important d'essayer d'y réfléchir au cours des consultations. Et je vous ai mis en bas les objectifs du praticien dans sa consultation, qui est l'absence de réplication antirétrovirale, de s'assurer de l'absence de réplication antirétrovirale dans la durée, dans le plasma et les différents compartiments, de la bonne tolérance du traitement au long cours et à court terme également, de l'adaptation du traitement aux comorbidités et également une notion un peu nouvelle qui est la neutralité pharmacologique. Donc sur cette diapositive, je vous ai résumé les stratégies allégées chez les patients naïfs. Et vous pouvez remarquer que un certain nombre de publications ont concerné donc des stratégies antirétrovirales tôt dans les années 2010. Vous avez tout en bas Tazanavir, Altegravir dans les Spartan, qui en fait, c'est une publication qui date de 2012. Donc, et il y a également d'autres publications de 2011. Et donc, assez vite, on s'est posé la problématique de stratégie allégée. Et je rappelle également que dans l'essai Trilège, qui est un essai qui date de 1997, eh bien, il y avait un bras avec une bithérapie. Et donc, vous avez en jaune, en fait, les histogrammes jaunes, ça concerne les thérapeutiques antirétrovirales qui associaient un inhibiteur d'intégrase, et les histogrammes rouges concernent des molécules, des combinaisons antirétrovirales dans lesquelles il y avait un inhibiteur de protéase. Et donc, on ne va pas décliner et regarder en détail tous ces essais, mais je vais me fixer sur les 2 essais, sur l'essai Gemini, donc, qui est un essai de bithérapie
et qui a comparé donc une bithérapie à une trithérapie, comme vous le voyez sur cette diapositive, qui s'adressait à des patients qui étaient naïfs de traitement antirétroviral, avec une charge virale entre 1000 et 500 000 copies, sans mutation de résistance. Et vous voyez que dans cet essai, qui a donné lieu à 2 publications, eh bien, on a comparé donc 716 patients dans le bras dolutegravir lamivudine et 717 dans le bras dolutegravir tenofovir emtricitabine et emtricitabine, avec un critère de jugement à la semaine 48. Et également une analyse donc à S96 qui a été publiée récemment en 2020 dans Journal of Health. Voici les critères d'inclusion. Vous voyez que ces patients, 20% de ces patients avaient des charges virales élevées au-delà de 100 000 copies et qu'un petit pourcentage de patients avaient des CD4 en dessous de 200 par millimètre cube et que là aussi, dans cet essai, une majorité d'hommes, très peu de femmes, 16% des femmes dans chaque des bras. Ah, je me suis trompé de sens. Et là, sur cette diapositive, vous avez les résultats donc à S48 et les résultats également sur un long cours à S96, donc une durabilité de l'effet, de l'efficacité de dolutegravir, de l'association dolutegravir lamivudine par rapport à dolutegravir tenofovir emtricitabine, la trithérapie, 86% versus 89% pour la trithérapie, avec donc un résultat équivalent et une absence de différence entre les 2 bras. Avec néanmoins quelques nuances, en particulier quand vous regardez en intention de traiter, c'est-à-dire les histogrammes qui sont de couleur rouge foncé et bleu foncé sur plutôt la gauche des différents groupes d'histogrammes. Vous avez 100 000 copies, moins de 100 000 copies, plus de 100 000 copies, plus de 200 CD4, moins de 200 CD4. Eh bien, vous pouvez remarquer que dans la partie droite de la diapositive, quand on est en dessous de 200 CD4, il y a une différence en intention de traiter entre le bras trithérapie et le bras en faveur du bras trithérapie et le bras bithérapie. Donc, vous verrez dans l'européenne qu'il y a une notion de CD4 quand vous utilisez la lamivudine dolutegravir en première intention. Mais lamivudine dolutegravir, par rapport à ce que vous avez marqué tout à l'heure sur le quiz, eh bien, on peut utiliser cette bithérapie en première intention dans certaines circonstances que l'on verra tout à l'heure. Alors, l'optimisation d'un traitement antirétroviral en 2020. Eh bien, j'ai cherché là à vous montrer que ça correspondait, l'allègement correspond à une définition précise. En l'occurrence, pour des patients qui sont pré-traités, il faut bien sûr envisager le faire que quand les patients ont une charge virale contrôlée, en l'occurrence quand elle est inférieure à 50 copies. Il y a une différence entre ce que l'on pourrait appeler la simplification, alors c'est de la sémantique, mais enfin, la simplification, c'est la réduction du nombre de comprimés. Par contre, l'allègement thérapeutique correspond à une réduction de fréquence des prises, 5 ou 4 jours sur 7, et une réduction du nombre de molécules dans l'utilisation, par exemple, d'une trithérapie à une bithérapie. Je ne parlerai pas là de la monothérapie, qui est une situation très, on va dire, contestée aujourd'hui. La réduction de posologie des molécules, d'abord, on ne peut pas le faire avec énormément de molécules et peut-être en dehors de l'efavirenz et en dehors du darunavir, mais en tout cas, ça n'a pas montré. Il y a eu un essai qui s'appelait Darulite, qui n'a pas montré de résultats probants sur la réduction de posologie du darunavir. Donc, pour l'allègement, on restera sur la réduction de fréquence des prises et sur la réduction du nombre de molécules. Et là aussi, je vous ai mis sur cette diapositive un certain nombre d'essais qui ont été faits, là encore en jaune, les inhibiteurs d'intégrase, en rouge, des essais qui concernent les inhibiteurs de protéase, et en vert, c'est des réductions de prise. Il y a eu 2 essais notamment, un essai français 4D, ANRS 162, et un essai espagnol qui s'appelait TriWeek. Et donc, vous voyez là aussi que cette question s'est posée dans les années 2015-2016 et qu'il y a un certain nombre de publications qui ont déjà été faites
avec différentes combinaisons antirétrovirales, des essais de plus ou moins grande taille à travers cette diapositive. Et je vais m'arrêter sur que quelques essais. Encore, et en particulier cet essai, qui est l'essai MobiDeep, qui est un essai extrêmement intéressant, d'abord qui a été fait en Afrique, et qui est un essai extrêmement intéressant. Et quand vous vous souvenez de cet essai, c'était un essai en deuxième ligne chez des patients qui avaient reçu une thérapeutique antirétrovirale qui était contrôlée, et on comparait un inhibiteur de protéase boosté, en l'occurrence le darunavir, plus de la lamivudine, ou un inhibiteur de protéase en monothérapie, du darunavir en monothérapie. Et ce qui était particulièrement intéressant, c'est que la majorité des patients portaient une mutation M184V, 97% des patients avaient cette mutation, et quand même, à la surprise de beaucoup de monde dans cet essai, eh bien, il a été démontré que malgré cette mutation M184V, eh bien, la bithérapie darunavir lamivudine était supérieure à la monothérapie de darunavir. Et ça a remis, en fait, cet essai a remis, en fait, sur l'établi la question de la lamivudine, de la fonctionnalité de la lamivudine, malgré l'existence de la M184V. Et c'est un point extrêmement important qui, aujourd'hui, nous intéresse au plus haut point. Et je vous rappelle qu'il y a, je vous dis qu'il y a également, que je n'ai pas mis ici parce que c'était trop long, mais il y a une publication de Constance Delogère qui a évalué, qui a regardé avec des techniques virologiques particulières, l'ultra deep sequencing. Eh bien, elle a regardé, c'est une publication qui date d'avril 2021, elle a regardé le comportement des mutations de la M184V, également de la M184I, chez ces patients de l'essai MobiDeep, et elle en conclut qu'il y a une activité résiduelle de la lamivudine malgré l'existence du M184V, et je pense que pour vous, c'est également un point extrêmement important qui vous intéresse et qui nous intéresse également. Alors, je vous donne ici les résultats de MobiDeep à long terme, et vous voyez également que pour ce qui est de la bithérapie, eh bien, il y a un gain, il y a 96 semaines, on obtient toujours des résultats virologiques très probants. Pour ce qui est de 3TC de dolutegravir, je reviens à cette combinaison antivirale, eh bien, là aussi, un essai qui concerne des patients contrôlés et un essai qui va comparer cette bithérapie à une trithérapie au traitement antirétroviral en cours chez des patients donc, qui ont au moins 2 charges virales inférieures à 50 copies dans les 12 derniers mois. Ces patients, vous le voyez, avaient une médiane de CD4 tout à fait à plus de 600. Ces patients venaient donc de combinaisons antirétrovirales dans les schémas de préinclusion sous elvitegravir, rilpivirine ou darunavir boosté, et ils avaient près de 30 mois de traitement antirétroviral avant l'inclusion. Et bien là aussi, on a une équivalence quand on passe donc d'une trithérapie à une bithérapie, et quand on compare la bithérapie à la trithérapie, on a une équivalence de résultats avec des résultats qui sont tout à fait probants, une charge virale qui est à 48 semaines à près de 93%, sans différence entre les deux bras. Donc, des résultats plutôt favorables pour passer donc d'une trithérapie à une bithérapie. Rapidement, les essais SWORD, dolutegravir rilpivirine, parce que vous n'avez pas de rilpivirine, notamment en Afrique. Donc là aussi, un essai qui va comparer cette bithérapie dolutegravir rilpivirine à une combinaison antirétrovirale en cours, et qui s'adresse donc à des patients contrôlés pour l'infection VIH, et également qui sont en première ou deuxième ligne. Donc il faut, là ce sont des essais, donc ils sont dans une situation plutôt favorable, et ça, il faut vous méfier de ça, hein, en règle générale, et donc en première, deuxième ligne, et dans ces essais, là aussi, ça ce sont les critères d'inclusion, avec une médiane de traitement à J0 qui est de 51 mois, ou disons de 50 mois, supérieur à 50 mois dans les deux bras,
et des CD4 qui sont à plus de 600. Eh bien, là encore, entre la bithérapie et la poursuite du traitement antirétroviral dans des bras qui comportaient plus de 500 patients, eh bien, on a des résultats tout à fait favorables avec une équivalence entre les deux bras. Donc là encore, pour ce qui est de dolutegravir et de rilpivirine, en relais d'une thérapeutique antirétrovirale comportant 3 molécules, eh bien, on a des résultats favorables et ces résultats qui viennent d'être publiés également récemment, eh bien, cette efficacité virologique se poursuit au-delà, après à 100 semaines de l'essai thérapeutique. Ce sont des résultats, vous voyez sur l'histogramme en vert, c'est des résultats sur l'histogramme rose et l'histogramme vert, ce sont des résultats à S100. Alors, l'essai Quatuor, c'est un essai français et qui va lui comparer de manière très simple 7 jours sur 7 à 4 jours sur 7. Donc, on a des résultats à 48 semaines, des résultats et maintenant des résultats à 96 semaines. Les patients qui étaient inclus dans cet essai étaient traités par des analogues non nucléosidiques de la transcriptase inverse, recevaient une thérapeutique antirétrovirale avec de l'efavirenz, avec de la rilpivirine et avec de l'étravirine. Et ils recevaient également des inhibiteurs de protéase avec du darunavir, du lopinavir et de l'atazanavir. Dans cet essai, là, vous avez les critères d'inclusion, près de 320 patients dans chacun des bras, avec une durée d'injectabilité de 5 ans avant l'inclusion dans l'essai, des durées de traitement qui allaient de 6 ans à 7 ans avant l'inclusion dans l'essai, des CD4 à plus de 600 encore, et bien sûr une charge virale indétectable. Ces patients n'avaient pas de mutation de résistance sur leur traitement, et ces résultats ont été montrés S48 et encore S96. Et vous voyez que pour S48, eh bien, pour 4 jours sur 7, vous aviez un pourcentage de succès thérapeutique à 96%. Et pour le 7 jours sur 7, à 97%. Et ce résultat se maintient à S96 pour l'ensemble des patients qui sont passés à 4 jours sur 7. Vous voyez qu'à S48, c'était 96% et qu'à S96, c'est près de 93% des patients qui sont indétectables. Ce que je peux vous dire, c'est que dans le service, on a une très large cohorte de patients qui prennent ce type de traitement et les choses fonctionnent plutôt bien. Et c'est une des solutions qui existent c'est probablement la solution la plus facile si vous voulez réduire l'exposition au traitement chez des patients qui sont en trithérapie. Bien sûr, bien contrôlés. L'essai Quatuor, voici quelques données sur des mutations de résistance, les nouvelles mutations de résistance. Alors, bien sûr, il y a des échecs dans ces essais avec une accumulation de mutations de résistance pour des patients qui étaient sous inhibiteurs d'intégrase. Vous voyez des 155 apparaître et également d'autres mutations entre S48 et S96, c'est évident. Mais en tout cas, globalement, dans ce type d'essai, eh bien, les résultats sont équivalents en 4 jours sur 7 ou 7 jours sur 7. Alors, dans le service également, nous faisons pour certains patients, pour pas mal de patients, 5 jours sur 7. Ça correspond, si vous voulez, au samedi-dimanche. Voilà. Alors, c'est une autre manière de limiter l'exposition à la thérapeutique antirétrovirale. Je vais passer très vite là-dessus parce que Christine vous a présenté donc cabotegravir rilpivirine. Je précise que la rilpivirine qui est ici dans les injectables est la même que celle qui est dans dolutegravir rilpivirine, sauf que la rilpivirine de dolutegravir rilpivirine est l'orale. Mais c'est la même molécule. Donc, je passe rapidement sur l'essai cabotegravir rilpivirine pour vous montrer donc les recommandations EACTS 2019, les recommandations européennes. Alors, je sais que dans les recommandations MS, il n'y a pas d'accès à la bithérapie, il n'y a pas d'accès au traitement 4 jours sur 7 ou 5 jours sur 7. Vous voyez qu'en initiation de traitement, dolutegravir lamivudine apparaît dans les recommandations. Bien sûr, et je ne l'ai pas précisé, il faut bien sûr que le patient ne soit pas porteur d'une hépatite B chronique. Pour des patients qui n'ont pas une charge virale supérieure à 500 000 copies,
et qui ont des CD4 supérieurs à 200 par millimètre cube. Pour ce qui est des bithérapies en switch de thérapeutique antirétrovirale, en relais de trithérapie, eh bien, celles qui sont aujourd'hui validées, c'est dolutegravir et pivirine, l'amivudine, enfin l'amivudine du memtricitabine, dolutegravir, l'amivudine darunavir boosté, l'amivudine atazanavir boosté. Voilà, les monothérapies, la monothérapie d'inhibiteurs de protéase et les autres monothérapies, pour l'instant, n'ont pas de place sur les recommandations européennes. Donc voilà, j'en ai fini et je répondrai volontiers à vos questions. Merci Marc-Antoine. Super, topo, jolie diapositive, très compréhensive, comme on dirait en anglais. Alors, les questions. Première question, est-ce qu'il y a une comparaison entre dolutegravir lamivudine de Watteau et dolutegravir ribavirin? Non, je ne crois pas qu'il y ait une comparaison entre les deux régimes. Il n'y a pas de comparaison et je ne suis pas certain qu'on puisse envisager ce type de comparaison entre ces deux combinaisons antivirales. Il faudrait, je pense, des milliers de patients. Non, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup plus d'expérience avec le dolutegravir 3TC, en particulier les SNAIF. Dans la cohorte, par exemple, j'ai pas mis là, parce qu'il y a quand même la cohorte DataX, où il y a, je ne suis pas certain qu'il y ait plus, je crois qu'il y a plus de patients de dolutegravir et pivirine. En switch. En switch que dolutegravir lamivudine. La question de la lamivudine a toujours été, dolutegravir lamivudine, ça a toujours été la question aussi de la 184. Voilà, une question importante sur, quelqu'un nous dit, c'est Ipam Bon René. Il y en a qui s'expriment beaucoup, c'est bien. Il dit en Afrique, il y a beaucoup de gens qui ont de la résistance au 3TC. Je vous rassure, hein, pas qu'en Afrique, hein, partout, la 3TC, on l'utilise depuis les années 90. Et donc, voilà, c'est une molécule à faible barrière, donc il y a beaucoup de 184. Alors, finalement, est-ce que ça empêche l'utilisation du dolutegravir 3TC? Est-ce que on peut quand même, et quelles sont les données dont on dispose? Alors, les données dont on dispose, je vous ai parlé donc des données de Mobidip. Mobidip, c'était dans un contexte d'inhibiteur de protéase. Et Constance Delogère a donc regardé avec des techniques virologiques justement l'existence, la présence de la 184V et la présence de la 184I, c'était assez hétérogène et elle conclut à une activité résiduelle de la lamivudine. C'est vrai que c'est une question que l'on se pose à peu près, je dirais presque hebdomadairement, tous les vendredis, sur la présence sur l'utilisation et sur la présence de la 184. Il y a un papier quand même, il y a des papiers qui, et notamment dans Charlotte Charpentier-Abichat, a regardé là aussi, puisqu'il y a un essai avec un tout petit effectif où 3TC est utilisé avec le dolutegravir, et ils en concluent plutôt à des résultats plutôt favorables, en tout cas dans cet essai, même après une durabilité, après 4 ans d'évaluation, eh bien, il y a des résultats qui sont tout à fait probants et qui encouragent, malgré la 184, à l'utilisation de la lamivudine, même en bithérapie avec le dolutegravir. Et aujourd'hui, en tout cas, on est beaucoup plus détendu qu'on ne pouvait l'être à une certaine époque avec la 184, et on croit beaucoup plus à l'activité résiduelle de la lamivudine dans ce contexte-là. On va aussi ajouter, si tu me permets, il y avait
les données qui s'appellent Dolulam. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, et le travail qui est un travail collaboratif sur environ 600 avec les Suisses, avec plein de gens. Et sur l'histoire, et finalement, l'existence d'une mutation dans le passé a vraiment l'air, lorsqu'elle est antérieure à 5 ans, de plus du tout être associée avec quelque chose de péjoratif. Maintenant, c'est une question importante. Ouais. On essaye de travailler sur l'ADN. Est-ce que sur l'ADN, si on voyait des résistances, bon, ça c'est de la recherche. Voilà, mais très clairement, voilà, on n'est plus rassuré. Cela dit, on recommanderait de vérifier après la charge virale. Oui, la question c'est l'accès à la charge virale qui pose peut-être un problème plus en Afrique. Après, effectivement, il y a des tas de papiers autour. En tout cas, c'est une question qui revient beaucoup dans nos discussions. Et par exemple, ici à la Pitié, il y a eu des travaux qui ont été faits sur la cinétique, sur les cinétiques de mutations de résistance. Et vous voyez des mutations de résistance disparaître quand on fait des analyses dans le temps, chez un même patient bien sûr, sur l'ADN du virus. Donc il y a vraiment aujourd'hui, c'est une question qui est un peu sur le devant de la scène, sur qu'est-ce qu'on fait avec cette M184V, puisque la lamivudine est une molécule extrêmement utilisée, très largement utilisée, probablement celle la plus utilisée, c'est probablement la molécule la plus utilisée dans nos thérapeutiques antirétrovirales. Et c'est clair que l'utilisation dans une combinaison antivirale, dans une bithérapie, est plus importante que dans une trithérapie finalement. Et surtout, on peut dire que dans l'Obidip, le darunavir écrasait tout, ce qui n'est pas complètement le cas avec le dolutegravir. Donc j'aurais plutôt tendance, pour résumer, à être plutôt favorable et pouvoir utiliser et en tout cas il y a des patients aujourd'hui en pratique courante qui ont une mutation de résistance à M184V et qui sont sous une combinaison, une bithérapie dolutegravir, lamivudine et qui sont contrôlés. Alors, il y a une question, quand aurons-nous le Dovato, donc le combo, en Afrique? Ça, j'en ai aucune idée. Non, j'avais envie de dire, est-ce que vous avez le dolutegravir sous forme simple? Parce que si vous avez de la lamivudine, si vous avez du dolutegravir, voilà, est-ce que vous avez en gros, le générique de Tivicay, quoi. Pendant longtemps, on n'a pas eu le Dovato, on donnait 2 gélules. Hein. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un d'autre peut répondre. Non, ils ne peuvent pas parler. Au Cameroun, on a du DTG 50, ben, c'est bien. DTG 50 et lamivudine. Et voilà, on est dans la philosophie de réduction chimique. Mais on saurait insister sur le fait que vérifier le HBV, hein, parce que vous en avez beaucoup. En Côte d'Ivoire, ils parlent. Je vois plus d'autres questions. Hein. Pourquoi le lopinavir ne peut pas être utilisé en bithérapie? Ben, déjà, le lopinavir, on l'utilise matin et soir. Alors, on pourrait l'utiliser éventuellement en une prise par jour, mais on peut l'utiliser en bithérapie. Il y a eu des essais. Il y a eu des essais en thérapie de lopinavir, mais il y a également eu des essais. Si vous reprenez les diapositives là avec les différents histogrammes, eh bien, il y a des essais qui ont fait lopinavir, lamivudine en bithérapie. Oui, il y a des essais en DES. Mais j'ai envie de dire à la personne qui pose la question, finalement, quel est l'avantage du lopinavir sur du darunavir pour l'utiliser chez un adulte en bithérapie? Voilà, c'est ça qu'il faut se poser. C'est vrai que quand on a comparé darunavir lopinavir, voilà, le darunavir était supérieur en termes de tolérance, en termes de barrière. Donc, si on doit garder une IP, et nous on aime bien les IP, on garde le darunavir. On n'a plus besoin beaucoup d'utiliser le lopinavir. Maintenant, si on n'a rien, impossible.
Alors, un spectateur anonyme demande pourquoi la rilpivirine n'est pas retrouvée en Afrique. Je me tourne vers toi. Non, je trouve bien. Non, vous voyez bien, en fait, les recommandations de l'OMS, elles sont extrêmement importantes pour que les bailleurs internationaux puissent fournir des financements pour des stratégies. La rilpivirine, maintenant, n'apporte pas grand-chose. Elle apportait globalement relativement peu par rapport à ce que vous aviez, névirapine et favirenz. Maintenant, il faudrait se battre, je trouve, pour avoir la doravirine. Mais finalement, en Afrique, les stratégies, et ça, je trouve que c'était vraiment bien, à titre personnel, ont d'emblée sauté au dolutegravir parce qu'effectivement, le laboratoire a pu, céder les droits, il y a eu des génériques. Je pense que ça devrait se faire, par exemple, Dovato, voilà. Mais je pense que la rilpivirine aussi est peut-être d'un maniement un peu plus compliqué, compte tenu de l'antériorité, l'exposition aux inhibiteurs non nucléosiques de la reverse transcriptase. Un des avantages tout de même de la doravirine sur la rilpivirine, c'est son profil de résistance. Et je pense qu'il y a plus intérêt à envisager de la doravirine que de la rilpivirine. Ensuite, il y avait « Bonjour tout le monde, je suis inquiète, je suis un patient qui présente une hypersudation depuis qu'il est sous dolutegravir, enfin, depuis 2 mois alors qu'il est sous dolutegravir depuis août 2020. » Moi, j'aurais tendance à dire que c'est pas lié au dolutegravir, que il faut peut-être aller chercher autre chose. Mais que s'il est sous dolutegravir depuis août 2020 et qu'il sue depuis 2 mois, ça me paraît pas être évident, de manière évidente. Et puis l'hypersudation, ou en tout cas, l'hypersudation sous dolutegravir ne me paraît pas quelque chose à... Ça me paraît pas évident. Une autre question. Évidemment, tout le monde est intéressé par dolutegravir 3TC. Chez les naïfs, que faire en cas d'échec virologique comme Afrique? Quand on a du dolutegravir. En naïf, dolutegravir 3TC, on va dire, ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, les échecs des naïfs, et il y a quand même les 2 gros essais Gemini 1 et Gemini 2 que tu as présentés, ne montrent pas de survenue de résistance au dolutegravir. Donc, avant tout, vérifier l'observance, mais honnêtement, la barrière génétique de cette molécule, elle est importante. Là où il faut se méfier d'induire de la résistance, c'est d'avoir des petites charges virales qui répliqueraient sous des stratégies, qu'elles soient de tri ou de bithérapie, car quand même, on peut sélectionner des mutations, la 263 avec d'autres, etc. Alors, donc, au dolutegravir. Mais globalement, vous allez vous retrouver dans que faire devant un échec, il faut l'analyser. 80% des échecs chez les naïfs sont quand même liés à des gens qui ont des difficultés d'adhérence au traitement globalement. Alors après, si on parle un peu de cuisine antirétrovirale, à ce moment-là, il faut passer à un non-nucléosidique, à l'efavirenz. S'il y a un échec de dolutegravir, la mévudine. Mais ça me permet de revenir sur les questions que tu as posées. En fait, les bithérapies, en tout cas le switch de bithérapie, ne s'adresse pas à des patients mal observants et ne s'adresse pas à des patients en échec virologique. Hein, là, on est dans un contexte et tous les essais vont dans le même sens, alors avec des choses favorables, puisqu'on est en première ou deuxième ligne. D'accord? Et c'est là où il faut être un peu méfiant. C'est donc des patients qui sont pas mutés au traitement qu'on va leur proposer. Hein? Donc, mais en tout cas, une bithérapie, si vous n'êtes pas certain de l'observance du patient, c'est pas en tout cas le premier patient à qui on peut donner une bithérapie.
Donc, c'est vraiment des patients contrôlés avec une charge virale indétectable. Et vous avez vu dans les différents essais, même sur les essais sur 4 jours sur 7, ce sont des patients qui sont indétectables depuis quand même un certain temps. Alors, il y a une question qui concerne les molécules nouvelles, tout à fait pertinente. Est-ce qu'elles seront administrées en association ou bien avec des classes déjà existantes? Le problème de ces molécules nouvelles, qui ont des demi-vies longues, c'est qu'elles trouvent leurs compagnons, au moins en bit. Donc, effectivement, il y a par exemple un inhibiteur non nucléosidique dont la galénique va être transformée pour accompagner de l'islatravir toutes les semaines. Il va y avoir, et en particulier, c'est intéressant parce que le lenacapavir dont je vous ai parlé est développé par la firme Gilead et l'islatravir par Merck. Eh bien, ces deux rivaux ont conclu un accord pour développer ensemble les deux molécules parce que à ce jour, c'est quand même celles qui ont le potentiel pour avoir des administrations ou trisannuelles. Et il n'y a pas beaucoup d'autres produits. Donc, elles seront administrées et c'est tout le champ de développement de leurs compagnons. Christine, Marc-Antoine, j'aurais aimé profiter peut-être de la présence de Mohamed. Je ne sais pas s'il peut réapparaître, Mohamed. Beaucoup de personnes ont posé des questions par rapport à la disponibilité du Dovato futur en Afrique subsaharienne. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur la situation en Afrique du Nord? Est-ce qu'il y a des discussions d'amener ce genre de traitement en Afrique du Nord? Non, pour le moment, on est plutôt certains pays ont révisé les recommandations dans le sens d'utiliser le TLD, c'est-à-dire tenofovir, lamivudine, dolutegravir, mais ils ne sont pas encore au stade d'implémentation de ces recommandations. Donc, plutôt, on est au stade de trithérapie à base de dolutegravir. Le Dovato n'est pas encore en discussion actuellement dans les pays de l'Afrique du Nord. Par contre, si je profite de l'occasion pour répondre à une question sur darunavir, atazanavir, pour donner une idée sur le séquencing des inhibiteurs de protéases recommandés par l'OMS. L'OMS recommande d'utiliser l'atazanavir en premier, l'opinavir ritonavir en deuxième et le darunavir en troisième qui est réservé pour la troisième ligne dans les pays de la région de l'Afrique du Nord, de l'Ouest et central. Pourquoi ce séquencing? Parce que l'atazanavir, c'est un traitement qui est plus simple, qui est moins toxique, qui a moins de toxicité digestive, bien qu'on sait qu'il peut donner des subactères liés à une hyperbilirubinémie. Et également, il entraîne un nombre de mutations qui peuvent créer des résistances croisées avec le darunavir en troisième ligne. Donc, c'est pour cela qu'on préfère atazanavir, puis l'opinavir ritonavir, puis passer au darunavir. Merci. Merci beaucoup, Mohamed. Je crois, les amis, qu'on arrive gentiment au bout de la session et puis je vais peut-être donner la parole à Christine pour clore la session. Bon, écoutez, on a passé j'espère que vous avez passé un bon moment. Vous étiez, je pense que Fiona, vous étiez vraiment nombreux. En tout cas, vous étiez très actifs et ça nous fait plaisir. Ça montre que ces sessions sont utiles. Alors, merci Mohamed. Merci à Charles qui nous suivra en replay. Merci à toi, Gilles, pour le pilotage de toutes ces sessions Afranum. Merci à Marc-Antoine. Merci à la régie, parce que vous ne les voyez pas, mais il y a Fiona, et en tout cas que tous les gens de la Fradie connaissent, et Rachid. On n'est pas une grosse structure, mais ils ont fait très bien, donc voilà, on les félicite. Alors, il me reste à vous rappeler de remplir votre petit questionnaire satisfaction. Ok, vous nous dites qu'on était super, bon, sans doute, mais on voudrait vraiment savoir s'il y a des choses sur lesquelles on peut améliorer, des suggestions, c'est très important. Et puis, on vous donne rendez-vous à notre prochain Afranum qui sera donc le jeudi 21 octobre. Voilà, toujours les mêmes horaires, 17h, 19h. Vous pourrez vous inscrire à partir de lundi prochain. Et c'est aussi à partir de lundi, il y avait des questions que le replay
filmé, audio, visionné sera voilà, disponible. Donc, sur ce, eh bien, très très bonne soirée et à très vite. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.